Les murs sont... Les murs se referment autour de Hillary Clinton et de Barack Obama. Cette fois, le président Trump est déterminé à aller jusqu'au bout. Et Biden était là avec eux, et Comey était là, et Clapper, tout le groupe était là. Ils ont eu une grande réunion à ce sujet. Et le lendemain, la situation concernant le récit russe a radicalement changé. Elle a changé de façon à soutenir les accusations contre la Russie, qui ont ensuite sapé tout le premier mandat de Donald J. Trump. L'Amérique est secouée. De nouvelles informations sur l'implication de Barack, la réponse idiote de son représentant, le silence de Hillary. Tout cela rend l'atmosphère littéralement explosive. Les chefs d'État n'ont toujours pas réagi alors que le 1er août approche. Comme vous vous en souvenez peut-être, l'Amérique est secouée à cause des droits de douane. Si ce n'est pas possible, alors nous vous imposerons, au moins pour l'année suivante, autant que cela nous viendra à l'esprit. Voilà, maintenant des billions vont en Pennsylvanie. Mais pourquoi là-bas, en fait ? Le monde est en train d'être remodelé. Parlons des principaux événements de la journée. Tous les sujets, comme le disait Vladimir Vladimirovitch Lénine, sont extrêmement intéressants et tendus. Trump voulait, si je comprends bien, commencer à développer l'affaire Obama après le 1er août, une fois qu'il aurait réglé la question des accords commerciaux. Mais divers événements se sont produits, comme une sorte de révolte des magiciens à propos d'Epstein. Donc tout ce linge sale a commencé à être lavé 2 voire 3 semaines plus tôt que prévu. Pour différents crimes, il existe ce qu'on appelle un délai de prescription selon la loi. Kash Patel et Pam Bondi ont décidé de ne pas qualifier l'affaire d'abus de pouvoir individuel, d'ingérence dans les élections, etc., pour laquelle le délai de prescription expire en 2025. Mais pour le complot, c'est 10 ans, donc il reste encore beaucoup de temps. C'est pourquoi vous entendez le mot complot. Complot, complot partout, comme on dit, même dans les fers à repasser. Et c'était vraiment un complot. Au fait, au début, c'était Hillary qui était à la tête avant qu'elle ne sombre dans une profonde ivresse, puis Baracko ou Obarak. Les murs se resserrent autour de Hillary Clinton et Barack Obama. Et cette fois, le président Trump n'a pas l'intention de reculer. Il dispose de tout le capital politique nécessaire pour mener cette affaire à une conclusion retentissante. Restez avec nous. D'ici la fin de cette vidéo, vous verrez que l'essentiel ne réside même pas dans les emails, les serveurs ou l'enrichissement personnel. La question est de loin plus vaste, plus profonde et exigera des efforts herculéens de l'administration Trump pour la soulever. Et l'artillerie, mesdames et messieurs, frappera aussi les siens. Souvenez-vous-en, car non seulement les démocrates seront éclaboussés, mais aussi les républicains. Vous demandez-vous maintenant pourquoi il leur fallait, c'était tant nécessaire, vital même, d'écarter Trump ? Honnêtement, tout cela a commencé à cause de Trump. Questions et réponses aux questions. Un véritable nettoyage des écuries d'Augias à Washington. Messieurs, ceci c'était la première étape. Il y en aura une deuxième et il y en aura une deuxième. Commençons par les documents récemment déclassifiés, tout juste publiés par le sénateur Chuck Grassley. Ils vont beaucoup plus loin que tout ce que les médias traditionnels veulent que vous sachiez. Grassley vient de publier un dossier de 31 pages intitulé « Annexe Clinton ». Ce sont des documents qui étaient gardés secrets depuis 2018. Ils sont maintenant déclassifiés et voici ce qu'ils contiennent. Nous savons maintenant que le FBI a disculpé Hillary sans aucune véritable enquête. Ainsi, sous James Comey, l'enquête du FBI sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur de messagerie personnelle pour traiter des documents top secrets était une pure fiction. Elle n'a jamais eu lieu, il n'y a pas eu d'enquête.
Ils ont officiellement innocenté Hillary concernant son serveur de messagerie personnelle dans une lettre écrite avant même que l'enquête ne commence, enquête qui, encore une fois, n'a jamais eu lieu. Pourquoi enquêter si vous l'avez déjà innocenté, n'est-ce pas? C'est maintenant confirmé. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que maintenant nous savons, dans ces échanges figuraient des messages avec le président de l'époque, Barack Obama, c'est-à-dire Hillary et Obama. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu effacer les informations des serveurs et des blocs pour qu'elles disparaissent à jamais. Mais ça n'a pas marché. Après tout, la première loi de la thermodynamique fonctionne. Rien ne disparaît sans laisser de traces. Maintenant, nous savons que Clinton a intentionnellement détruit des preuves. L'équipe de Clinton a détruit plusieurs téléphones compromettants et des serveurs privés. Et bien sûr, il existe des preuves que ces appareils contenaient des secrets d'État cachés au public. À l'attention, protégé. D'une enquête appropriée et contenait également une correspondance avec Barack Obama. Il semble que Obama ait également été impliqué dans tout cela. Au départ, Obama a déclaré qu'il avait appris l'existence du serveur privé de Hillary uniquement par les médias. Mais maintenant, nous savons qu'en réalité, il échangeait des courriels avec Clinton pendant qu'elle utilisait son serveur privé. Autrement dit, le président des États-Unis communiquait avec la secrétaire d'État en contournant toutes les protections mises en place pour, comme on dit, empêcher les ennemis d'écouter. Mais comme Obama et Hillary nous considéraient, vous et moi, comme des ennemis, leur principal objectif était que leur communication ne passe pas par les canaux officiels où tout est enregistré et archivé, mais par des canaux cachés de nous. C'est pourquoi Comey et cet agent corrompu du FBI, Peter Strzok, n'ont pas voulu s'en occuper, parce qu'une enquête approfondie du FBI n'aurait pas seulement concerné Hillary, mais aussi Barack Obama, car il aurait été pris en flagrant délit de mensonge. Et ils savaient que Hillary utilisait son serveur de messagerie personnelle pour gérer des affaires d'État. Ils échangeaient des courriels pendant que Hillary utilisait ce serveur. Étant donné qu'il a menti sur ce qu'il savait à ce sujet, une véritable enquête aurait été une énorme honte, voire un véritable scandale pour la Maison-Blanche. Les lois ont été rédigées par nos élus, non pas pour eux, mais pour nous, pour les ploucs là-bas, les coups rouges et les cornes rouges. Mais ce n'est pas tout, et ce n'est pas le plus important. Sur l'Olympe, ils vivent comme vivaient les secrétaires du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, derrière de hautes clôtures et une vie différente. L'administration de Trump affirme que ce réseau de dissimulation, de coïncidence et de dissimulation de preuves n'est pas de l'incompétence. C'est délibéré, organisé et entièrement destiné à saper le champ des électeurs. Nous savons maintenant, sur la base de courriels officiels, de mémorandums des agences de renseignement et de témoignages de témoins oculaires, que lorsque le président Obama quittait son poste, lui et ses plus hauts responsables ont été informés qu'il n'existait aucune preuve de collusion avec la Russie ou d'ingérence dans les élections de 2016. Mais au lieu d'accepter ces renseignements, qui, soit dit en passant, provenaient de toutes ces agences de renseignement, la CIA, le FBI, la National Security Agency, le département de la sécurité intérieure, toutes sans exception sont arrivées à la même conclusion. Malgré cela, la Maison-Blanche a tenté de dissimuler cette évaluation et a promu une autre version, une histoire mensongère et fabriquée selon laquelle Trump avait été compromis par la Russie. C'était le plus vaste complot de l'histoire d'un président américain contre un autre. La société de Clinton a secrètement financé le tristement célèbre dossier Steele et a dissimulé ses dépenses en les présentant comme des services juridiques via le cabinet d'avocats Perkins Coie. Il est donc possible de masquer des dépenses via un cabinet d'avocats en exploitant le secret professionnel. Clinton a fabriqué des preuves, puis des hauts responsables d'Obama et les avocats de la société ont diffusé des allégations non prouvées. Des histoires telles que celle-ci. Comme le lien avec Alpha Bank, alors qu'ils savaient parfaitement que leurs sources étaient totalement peu fiables. Le FBI a poursuivi et même intensifié son enquête contre Trump, alors que les preuves clés avaient été réfutées. Et ensuite, pendant que toute cette corruption avait lieu, pire encore, tous les grands médias ignoraient
ou rejetait délibérément ces révélations, même lorsque de nouvelles affaires criminelles et des questions du Congrès apparaissaient. Donc, que l'on considère cela comme une véritable trahison ou non, c'est clairement un faux témoignage, une entrave à la justice et une tentative de saper l'autorité d'un président légitimement élu. Je considère que c'est un cas classique de trahison envers la patrie. Mais peut-être que, dans la législation américaine, cela porte un autre nom. Cela ne change rien à l'ampleur de la bassesse et de la perfidie. Rasmussen a mené une enquête urgente auprès de la population pour étudier l'opinion des citoyens américains, puisqu'il semble croire ceux qui votent, ceux qui paient pas des impôts. Qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, à propos de Ce qui se passe. Alors, Mark Mitchell de Rasmussen Polling constate qu'un nombre croissant d'électeurs réclament une véritable enquête. Pourquoi Hillary Clinton et Barack Obama ont été protégés des conséquences, alors que le président Trump et ses alliés ont été entraînés dans des procès spectacles sans fin? Sérieusement, réfléchissez-y simplement. Nous sommes témoins d'une bataille pour l'âme de notre système judiciaire. Tout le système fédéral s'est démené pour protéger Clinton et Obama, alors qu'ils fabriquaient littéralement de fausses preuves pour renverser Trump. C'est littéralement la véritable définition d'une république bananière. Et maintenant, Maria Bratarom de Fox Business, qui devient une étoile montante du journalisme en Amérique. Et ce qui s'est passé, dit Maria, fait du Watergate un jeu d'enfant, une affaire de pacotille. Et nous commençons avec le sujet brûlant de l'heure, la question la plus discutée de cette heure. L'ancien président Barack Obama a rompu le silence concernant toutes les accusations du président Trump, selon lesquelles lui et son administration étaient derrière le mensonge sur la collusion de Trump avec la Russie. Dans une rare déclaration publique, le porte-parole de l'ancien président déclare ceci. « Notre bureau ne répond généralement pas au flot constant de bêtises et de désinformation provenant de la Maison-Blanche. Mais ces déclarations sont tellement scandaleuses qu'elles méritent une réponse. » Le document publié la semaine dernière ne contient rien qui contredise la conclusion largement reconnue selon laquelle la Russie a tenté d'influencer l'élection présidentielle de l'année 2016, mais elle n'a pas réussi à manipuler les votes avec succès. Le président Trump déclare qu'Obama devrait devenir la principale cible de l'enquête du ministère de la Justice, aux côtés d'un groupe d'anciens hauts responsables qui étaient également impliqués. L'ancien président des États-Unis, Obama, est à l'origine de cela. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, m'a dit dimanche que de nouveaux documents allaient apparaître et qu'ils seraient publiés aujourd'hui. Ils contredisent la déclaration d'Obama. Nous sommes rejoints par l'ancien procureur fédéral, ancien sous-secrétaire adjoint à la sécurité intérieure, Jonathan Feiche. Jonathan, je suis ravi de vous voir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bien sûr, tout le monde dans cette émission et notre public savent que nous avons dénoncé cette supercherie depuis le tout début. Je l'ai signalé pendant des années. Quelle est votre réaction maintenant que nous voyons la publication de ces documents déclassifiés qui confirment ce que nous attendions tous? Oui, c'est assez surprenant. Et le fait que de nouvelles informations continuent d'apparaître est également frappant. Il est étonnant que cela ait pris si longtemps. Mais en réalité, cela montre que l'appareil, l'establishment et le Parti démocrate ont tout fait pour saper la candidature de Donald Trump ainsi que sa présidence. Et vous savez, le président Trump a parlé du dossier Steele qui a été le déclencheur de tout cela et pour lequel la société Clinton a payé. Rappelez-vous qu'ils ont indiqué cela comme des frais juridiques. Ce qui plus tard, lorsque Donald Trump indique quelque chose comme des frais juridiques, devient un prétexte pour une enquête de grande envergure. Tout cela semble suspect. Et ce qui est intéressant, dans la déclaration de Barack Obama, il n'aborde pas le fait que les démocrates ont construit leur campagne là-dessus en 2018, y compris lui-même lorsqu'il parlait de l'ingérence de la Russie et de l'importance de protéger nos élections, alors qu'il savait que les Russes n'avaient rien fait ou n'avaient rien fait de plus que ce qu'ils font habituellement lors des élections. Mais il voulait que les gens pensent que les Russes non seulement sont intervenus, mais ont aussi modifié les résultats du vote et ce genre de choses. Alors qu'ils n'en ont jamais eu la preuve. Nous étions tellement absorbés par ces événements que nous avons perdu de vue les accords commerciaux des États-Unis avec le reste du monde.
Le 1er août approche, tout comme la décision de Donald Trump sur les droits de douane des marchandises. Des pays qui ont soit décidé de ne pas négocier avec nous, soit qui n'arrivent pas à parvenir à un accord. Donald Trump a annoncé un accord conclu avec le Japon. C'est ce qu'a écrit Donald Trump. Le plus grand accord de l'histoire. Et quel est donc le changement? Le changement par rapport à ce que il y avait avant jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, le Japon autorise les États-Unis d'importer des camions, des voitures, des produits agricoles, comme le riz par exemple. Le Japon a accepté d'investir dans un projet sur le territoire des États-Unis 550 milliards de dollars. Nous en reparlerons. Et en important ces produits, le Japon devra payer 15% de droits de douane et seulement 10% sur les voitures. Donald Trump a affirmé que l'Amérique apprécie grandement Toyota, Honda et Nissan, ce qui est avéré. Les investissements réalisés par les entreprises japonaises aux États-Unis et la possibilité d'exporter des produits supplémentaires vers le Japon créeront des centaines de milliers d'emplois, a déclaré Donald Trump. Le parti au pouvoir au Japon a perdu en popularité parce qu'il n'a pas réussi à parvenir à un accord avec Donald Trump. Il a dit que si nous ne parvenions pas à un accord avant le 1er août, une taxe de 25% serait imposée sur tous les produits japonais. Et c'est là que Toyota, Nissan, Honda et les autres ont pris peur. Et quand ils prennent peur, les partis au pouvoir perdent des sièges. Les représentants de l'Union européenne vont rencontrer Trump mercredi. Trump a effrayé l'union des 27 États en annonçant que, dès le 1er août, il imposera une taxe de 30% sur tous leurs produits. Soit il signe des accords commerciaux avec eux, soit c'est une taxe de 30% sur tous les produits. Vous devez choisir. Le problème de l'Europe, qui a un an, contrairement au Japon, à l'Indonésie et à d'autres pays, c'est qu'ils ont 27 membres dans la communauté, avec des idées complètement différentes sur ce qu'il faut autoriser aux États-Unis à importer et sur ce qu'il ne faut pas taxer. Le prochain accord sera signé avec l'Indonésie, mais certains détails sont déjà connus. C'est-à-dire qu'il est prêt, il passe simplement en ce moment une sorte de vérification juridique. Premièrement, 99% des exportations américaines vers l'Indonésie seront totalement exemptées de droits de douane et de nombreuses interdictions qui avaient été imposées sur les produits fabriqués aux États-Unis seront levées. Pas seulement aux États-Unis, mais en général. Maintenant, presque tout sera différent, comme ils le disent. Je ne sais pas ce qu'il reste ou non. Mais dans tous les cas, cela veut dire que nous pourrons désormais importer pratiquement tout ce que nous voudrons. Maintenant, pour cela, Trump baisse les 32% annoncés sur les produits d'Indonésie. C'est-à-dire qu'il avait dit 32% et maintenant c'est comme une remise. On a une remise de 50%, mais sur quoi porte votre remise? Mais nous avons créé le prix hier. Donc Trump a inventé hier 32% sur les produits d'Indonésie et maintenant il a baissé à 19%. L'Indonésie s'engage également à fournir aux États-Unis des minéraux, des terres rares et s'est engagée à acheter des produits agricoles, des sources d'énergie et des avions américains. C'est d'ailleurs un point positif pour Boeing et pour nous. C'est une affaire énorme pour nos constructeurs automobiles, nos entreprises biotechnologiques, nos agriculteurs et nos fabricants de machines-outils. Tout cela, Donald Trump nous l'a annoncé sur son Truth Social. Les États-Unis fourniront également des technologies numériques à l'Indonésie. Autrement dit, les États-Unis vont, à partir de cette année, enfin à partir de l'année prochaine, importer pour 50 milliards de dollars de marchandises chaque année. Mais peut-être que le plus important, c'est le refus de l'Indonésie de conclure des accords secrets avec la Chine pour l'importation de produits chinois aux États-Unis sous l'étiquette indonésienne. Si on découvre que l'Indonésie continue ce jeu, qu'elle importe quelque chose, disons, au-delà du pourcentage convenu de pièces détachées, une certaine quantité est tolérée. Si le produit contient un pourcentage plus élevé que celui autorisé de pièces chinoises, de composants chinois, et ainsi de suite. Alors, si cela est donc découvert, les produits indonésiens devront payer non pas 19, comme nous l'avons déjà dit, mais 40% sur tout ce qu'ils exportent.
Une petite sanction qui, en théorie, devrait les arrêter. Un autre coup porté à la Chine, c'est l'accord des États-Unis avec les Philippines. Le pays a accepté de ne pas prélever de droits de douane sur les marchandises américaines. En général, les marchandises importées des Philippines sont soumises à 19% de droits de douane. Je pense que c'est le paiement de notre promesse de protéger les Philippines contre leurs voisins agressifs. En Chine, on n'a pas exprimé d'enthousiasme concernant les accords des États-Unis avec l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, les Philippines et le Japon. Tous ces pays se trouvent à proximité immédiate de la Chine, et ils veulent tous la protection d'un partenaire d'outre-mer contre l'appétit grandissant de la Chine. Des cataclysmes financiers se produisent en Chine. Et en s'étant engagé dans une guerre commerciale avec Trump, Xi Jinping a été pratiquement privé de pouvoir, car le Politburo du Parti communiste chinois a mis en place un comité de surveillance du commerce et de la politique militaire du pays par les agences de sécurité. C'est-à-dire qu'en réalité, ils l'ont complètement entravé, lui liant les mains et les pieds, le privant du pouvoir qu'il avait auparavant. Scott Bessent, qui mène les négociations avec la Chine, a indiqué qu'après les changements à la direction, il n'a pas précisé lesquelles des négociations ont été plus fructueuses et, selon ses mots, ont atteint de nouveaux niveaux. Encore une fois, ce que cela signifie, nous ne le savons pas, mais au moins, il semble que quelque chose de positif se passe. Je pense que le principal problème de la Chine aujourd'hui est l'intention des États-Unis d'imposer des sanctions secondaires sur le pétrole russe et iranien. Deuxièmement, ce que cherche à obtenir Besson, c'est de faire passer la Chine à une économie axée sur la satisfaction des besoins de sa propre population, et non, comme quelqu'un l'a joliment dit, un camp de travail d'1 milliard de personnes produisant des biens pour la consommation extérieure. Pour les petits pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, nous avons fixé un droit de douane à 10%, c'est-à-dire le minimum que nous prélevons en général. Mais en fait, l'essentiel de l'actualité est ailleurs. Ce que j'ai raconté, c'est que des événements très intéressants, passionnants et émouvants se produisent pour nous. Mais les événements principaux se déroulent actuellement dans l'État de Pennsylvanie, que l'administration de Donald Trump a décidé de transformer en un centre mondial de l'intelligence artificielle avec des investissements de plusieurs billions, une énergie puissante et la concentration de tous les géants mondiaux. Écoutons la même Maria. La semaine dernière, j'ai parlé avec la directrice générale et lui ai demandé d'évaluer la situation. Voici ce qu'elle a dit. Regardez. Je n'ai jamais été confronté à un cycle où la force de la demande dans la société était d'une telle ampleur comme ce que nous observons actuellement. C'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde, veut utiliser l'intelligence artificielle. Il n'y a jamais eu quelque chose de nouveau que tout le monde voulait utiliser à ce point-là. Il y a eu un boom avec les chemins de fer, mais ce n'était pas comme ça. Il y a eu un boom avec le pétrole, mais ce n'était pas aussi fort. Avec les ordinateurs, avec Internet, cela n'a jamais été comme maintenant. Les entreprises, les scientifiques et les gouvernements veulent l'obtenir. Cette technologie est considérée comme cruciale pour la prochaine étape de l'évolution humaine. Et avec cette compréhension, les entreprises du monde entier, et en réalité il n'y a pas tant d'entreprises capables de créer et d'exploiter efficacement cet équipement, sont confrontées à une demande énorme. Et vous savez, ce sont les hyperscalers, ainsi que quelques autres entreprises qui sont réellement capables de fournir de telles solutions à grande échelle. Et l'une des choses cruciales à saisir, c'est Pittsburgh deviendra un centre de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont de l'énergie, ils ont des ressources, ils ont les connaissances nécessaires. Grâce à d'excellentes universités, des entreprises du monde entier veulent venir ici. Vous l'avez mentionné et je peux vous dire que nous sommes sur le point d'annoncer une série d'accords commerciaux dans les prochains jours. Et beaucoup de ces accords comprendront des investissements importants aux États-Unis. Qu'il s'agisse d'automobiles, de semi-conducteurs ou de produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse de semi-conducteurs ou de produits pharmaceutiques.
Le boom des États-Unis dû à la réforme fiscale, aux droits de douane et à ce genre de choses. Parce que de nouvelles technologies arrivent, totalement nouvelles, totalement de pointe. Et notre État ne leur fait pas obstacle. Au contraire, il encourage le développement et les investissements, aussi bien internes qu'externes. Cela fait des États-Unis une terre attirante de lait et de miel, comme nous l'étions il y a 150 ans. Mesdames et messieurs, rendons à l'Amérique sa grandeur, ce ne sont pas que des mots. Et voilà, la cerise sur le gâteau. Revenons à décembre 2016, Barack Obama, le pouvoir, le président. Donald Trump a déjà remporté les élections et s'apprête à devenir président en janvier. Les agents du renseignement sous Barack Obama ont planifié. La plupart de ces informations proviennent de Rocket News, le groupe de maths que tout le monde devrait lire directement. Les agents du renseignement ont planifié le briefing quotidien présidentiel pour le 9 décembre 2016, qui est toujours préparé par la communauté du renseignement pour le président afin de l'informer sur ce qui se passe dans le monde. Ils ont préparé un briefing dans lequel il était indiqué que des adversaires étrangers n'avaient pas utilisé de cyberattaque contre l'infrastructure électorale afin de modifier le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. Et ils allaient également déclarer qu'ils n'avaient aucune preuve de manipulation cybernétique de l'infrastructure électorale dans le but d'en modifier les résultats. Voilà l'essentiel, c'est ce que les gens doivent savoir. La communauté du renseignement d'Obama s'apprêtait à fournir à Obama un briefing quotidien présidentiel qui rejetait complètement, minimisait, rabaissait. Choisissez n'importe quel mot. L'idée que la Russie soit intervenue de manière significative dans l'élection présidentielle de 2016, c'est vrai. Et, d'ailleurs, Matt est allé bien plus loin que les formulations qui concernent uniquement la manipulation de l'infrastructure électorale. Et il a souligné que si l'on regarde ce que disait la communauté du renseignement, cela allait bien au-delà du simple déni des attaques contre notre infrastructure électorale. Ils avaient des doutes sur tous les plans concernant le fait que la Russie ait fait en 2016 quelque chose de plus qu'elle n'avait jamais fait auparavant, à savoir simplement tenter de créer une menace et de semer un peu de chaos. Les informations déclassifiées de Tulsi et des services de renseignement confirment maintenant cela. Donc, pendant que Andy et les autres se concentrent sur l'idée qu'avant de rencontrer Obama, ils allaient lui dire qu'il n'y avait pas eu de tentative de piratage de notre infrastructure électorale. Plus tard, Andy affirmera que leur déclaration ultérieure. Il y a eu de nombreuses tentatives d'ingérence dans les élections, toutes en faveur de Donald Trump. C'est bien différent. Il dit que c'est une comparaison de choses incomparables. Jim Himes, comme vous le soulignez dans Rocket News, dit aussi que c'est une comparaison de choses incomparables. Dans les révélations de Tulsi sur ce qui aurait dû se passer ensuite, il n'y a rien de sensationnel. Parce que rien de ce qui s'est passé ensuite ne contredit le fait qu'ils n'ont pas essayé de pirater nos bases de données électorales. Si ce jour-là, Obama avait simplement écouté ce qu'on lui avait rapporté, comme d'habitude, il n'y aurait pas eu de Mueller, pas de 4 années d'hystérie, pas de 2 procédures de destitution, et le pays aurait vécu une vie normale. À ce moment-là, une réunion s'est tenue. Et à ce moment-là, une réunion a été organisée. Elle a été programmée et tenue avec la participation de toutes les personnes clés de l'équipe d'Obama, absolument toutes. Ils ont tenu une grande réunion à ce sujet. Et dès le lendemain, la situation concernant le récit sur la Russie a radicalement changé. Et elle a changé de façon à soutenir les accusations Russie, 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 qui ont ensuite sapé tout le premier mandat de Donald John Trump. Et Matt va nous aider à exposer toute cette histoire en détail. Matt affirme, et je suis d'accord avec lui, il m'a aussi convaincu, que ce n'était pas simplement une question d'échanger des pommes contre des oranges. Vous savez, comme si avant et après cette réunion clé, on montrait simplement des pommes, puis des oranges. Il disait tout le temps, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de pommes. Et après cette réunion, ils ont changé de position et ont déclaré, il y a plein de pommes. Nous sommes carrément dans le verger, il y en a partout, nous ne voyons que des pommes. J'espère que c'est clair pour vous. Obama n'a pas dit au service de renseignement « Vérifions vraiment si la Russie n'a pas eu d'influence là-bas ». Lors de cette réunion, il a été décidé de tromper le pays en falsifiant et en modifiant complètement les faits. Écoutez cet éditeur très combatif.
Donc, à mon avis, Talibi Taibi comme ça, oui. Mark Taibbi. Si vous vous souvenez, avant les élections, par exemple il y avait un article publié le 31 octobre dans lequel il était dit que le FBI ne voyait aucun lien entre la Russie, Trump et les élections. En réalité, c'est ce que les responsables disaient aux médias. Il y a eu quelques tentatives marginales d'introduire les documents du dossier Steele, toute cette théorie du complot sur la collusion entre Trump et la Russie dans les médias. Mais dans l'ensemble, elles n'ont pas abouti. Après les élections, tout est resté pareil jusqu'au moment où, le 9 décembre 2016, Barack Obama a convoqué cette réunion et a ordonné une nouvelle évaluation des renseignements. Et tout de suite, cette même nuit, il y a eu des fuites de l'administration, affirmant qu'il y avait eu une ingérence de la Russie, précisément dans le but d'aider Donald Trump. Vous pouvez voir que le 9 décembre, un ordre est venu du bureau du directeur du renseignement national, qui, en fait, donne des instructions sur la façon de préparer une nouvelle évaluation de la communauté du renseignement à la demande du président. Mais pour l'instant, ils ne font que donner cette mission. Le devoir a déjà été publié dans The New York Times et The Washington Post. Autrement dit, ils n'ont même pas encore commencé à travailler sur cette évaluation, ils n'ont pas entamé la collaboration, et ils racontaient déjà à tous les médias quelle serait la conclusion. Donc tout ce processus de travail était en fait une fiction. En fait, ils avaient décidé à l'avance ce que contiendrait cette évaluation, et ont commencé à divulguer des informations à l'avance. Donc, l'enquête. La Russie n'est pas intervenue. La décision de tromper le pays. Dans les actions, avant même de réécrire le rapport, ils l'ont réécrit et ce n'est qu'autour du 5 ou 6 janvier qu'ils ont commencé à divulguer à la presse des soi-disant détails de ce rapport, c'est-à-dire des détails sur les crimes de Trump. Le pays était nourri avec un document qui n'avait même pas encore été falsifié. Il semble que cela ait été fait sur ordre du président des États-Unis, qui était alors Barack Obama. Et voici la belle-fille de Trump, Laura. Elle est coprésidente du Parti républicain des États-Unis et architecte. La sécurité le jour du vote, avant le vote, après le vote, la sécurité des bureaux de vote. Des milliers de juristes. Elle a mobilisé des dizaines de milliers de volontaires. 24 heures de tournage, des bourrages d'urnes filmés par la police. Tout cela a été fait sous sa direction. Directrice Gabbard, donnez-moi votre réponse à ce que nous venons d'entendre de l'ancien président Obama. Il dit que tout cela n'a aucun sens, que c'est une distraction. Qu'en dites-vous? C'est un art de la distraction venant à la fois de l'ancien président Obama et de ses amis qui sont encore au Congrès, et du sénateur Warner ainsi que du député Jim Himes. En réalité, ils disent d'hommes tous à peu près la même chose, ce qui ne répond pas à l'essentiel de la question, laquelle a été exposée en détail dans plus d'une centaine de documents que nous avons publiés la semaine dernière, ainsi que dans les documents que nous publierons plus tard cette semaine. Tout cela indique un fait incontestable que vous avez mentionné dans l'introduction de ce segment. La communauté du renseignement est parvenue à la conclusion que la Russie n'avait ni l'intention ni les moyens de tenter d'influencer le résultat des élections aux États-Unis à la veille du jour du scrutin. La même conclusion a été tirée après que Donald Trump a été élu président par le peuple américain en 2016 en battant Hillary Clinton. Et ce n'est qu'après la saisie de ce document, le bulletin quotidien du président dont vous avez parlé, qu'un comité de direction a été convoqué au Conseil de sécurité nationale. Et le président Obama a ensuite chargé son directeur du renseignement national de l'époque, James Clapper, de diriger les travaux pour établir une nouvelle évaluation de la communauté du renseignement, dans laquelle il ne s'agissait pas tant de savoir si Moscou avait tenté d'influencer le résultat des élections américaines, mais plutôt de savoir comment elle s'y était prise. Voilà ce à quoi, selon moi, les gens devraient prêter attention. Ni les communiqués du bureau du président Obama, ni les déclarations des démocrates au Congrès aujourd'hui, ni celles de leurs amis dans les médias de propagande. Aucun d'entre eux ne prête attention à ce fait. Il y a eu un revirement à 180 degrés. L'évaluation de la communauté du renseignement avant les élections et celle que le président Obama a demandé de préparer après la victoire de Donald Trump se contredisaient totalement.
Le deuxième point que je veux aborder et qui est très important, Lara, c'est que dans l'extrait que vous avez montré, vous avez vu comment John Brennan, James Clapper, James Comey affirmaient avec beaucoup d'assurance l'évaluation de janvier de la communauté du renseignement qu'ils avaient préparée sur ordre du président Obama. En réalité, ils ont utilisé des informations déjà discréditées, comme le dossier Steele. Ils savaient que ces informations avaient déjà été discréditées, mais ils les ont quand même utilisées comme source pour ce document en affirmant qu'ils leur faisaient entièrement confiance. Ils ont utilisé des renseignements que certains de ces professionnels de la communauté du renseignement avaient déjà rejetés en raison du manque de fiabilité et de l'impossibilité de vérifier si ces informations étaient exactes et pouvaient être utilisées pour une évaluation. Il existe une longue liste de faits et de rapports de renseignement qui contredisent directement la déclaration provenant du bureau du président Obama, ainsi que celle de ceux qui essaient de détourner l'attention de ce qui s'est réellement passé. À savoir, après l'élection de Donald Trump sous la direction du président Obama, une tentative a été faite de créer un document qui servirait de base à un coup d'État de plusieurs années contre le président Trump. Ce faisant, ils ont tenté de saper la volonté du peuple américain qui l'a envoyé à la Maison-Blanche en 2016. Nous avons entendu. Tulsi a de nouveau parlé de complot, ce qui permet de juger les participants sur une période plus longue après la commission du crime. Nous publierons bientôt ces documents suite à la publication de la semaine dernière. Je suis très encouragée par le fait que des lanceurs d'alerte, des professionnels de la communauté du renseignement qui étaient présents lorsque cela s'est produit et qui en ont été indignés, nous contactent et qui sont encouragés par l'espoir que la vérité éclatera au grand jour. Et bien sûr, le plus important, c'est que le peuple américain voit que quelqu'un a été tenu pour responsable. C'est pourquoi nous transmettons et avons déjà envoyé tous les documents en notre possession, ainsi que tout autre document que nous recevrons à l'avenir au ministère de la Justice. Pour obtenir cette responsabilité, pour garantir l'intégrité de notre République démocratique, pour que les Américains puissent croire et avoir confiance que ceux pour qui ils votent lors des élections seront réellement respectés par ceux qui quittent le pouvoir. D'ailleurs, Tulsi et Laura Trump figurent très tôt toutes les deux sur la liste des candidats potentiels à la présidence en 2028. Le duo de tête aujourd'hui, c'est Vance et Rubio, mais ces deux-là sont aussi des candidates sérieuses. Et maintenant, réfléchissons. La défense d'Obama va apparemment dire que lui et ses collaborateurs n'ont jamais accusé Trump de collusion. Ils avaient en tout des soupçons et étaient obligés de vérifier. Mais c'est une défense très faible compte tenu du nombre de documents existants et de leur propre correspondance. Ils croyaient avant que tout avait disparu, qu'il ne restait plus rien. Donc Bannon Sir Bannon propose de confisquer les passeports de tous ceux que Tulsi accuse. Aller chez chacun d'eux la nuit, avec des hommes armés, fouiller leurs maisons et bureaux, les photographier menottés et les habiller en tenue rouge de prisonniers. J'ajouterais aussi de les mettre en cage et de les exhiber dans toute l'Amérique pour montrer à tous comment il ne faut pas être. Je ne doute pas que tous les documents présentés par Tulsi, en tant que pièces à conviction, sont absolument authentiques. Mais attendons les procès et les verdicts. J'espère que nous les verrons arriver. C'est un coup porté à ceux qui ont décidé que les lois sont pour nous, tandis que, les intouchables, vivent selon d'autres règles. Mais ce n'est pas un coup porté aux principes qui ont permis à notre pays de sombrer jusqu'à créer une situation où, aux États-Unis, une classe de serviteurs du peuple s'est formée, qui a tout pris, tout accumulé, et tout cela conformément à la Constitution, tout ce qu'il faisait. De nos mains, le pouvoir, notre pays, nos droits. Il est absolument nécessaire d'analyser ce qui s'est passé et de trouver les sources des problèmes dans notre législation, dans notre Constitution même, et de combler toutes les failles qui seront découvertes dans la Constitution. En plus de 200 ans d'existence de notre pays, beaucoup de choses se sont passées. Il existe déjà un système bien pensé, créé à l'Institut de l'entreprise libre de Los Angeles. Entre 1000
960 et 1989 par le génial astrophysicien et philosophe André-Joseph Galambas. J'en ai déjà parlé et j'en parle dans une autre série d'émissions vidéo. Donc pas ici et maintenant, il y a une toute autre série d'émissions vidéo. Le lien vers la série Carte routière vers la liberté se trouve ci-dessous dans la description. De plus, mon livre, écrit en collaboration avec les employés de l'Institut, s'appelle Capitalisme. Vous pouvez le télécharger gratuitement et en même temps l'obtenir. Chaque jour, recevoir quotidiennement un récit de 10 minutes, chaque jour, pendant 24 heures, après avoir téléchargé le livre. Sur la façon de construire une société, un collectif, une famille, de manière à rendre la vie plus intéressante, plus complète et plus riche. Parce que la clarté d'esprit donne de la précision et de la clarté dans les actions. Regardez, mesdames et messieurs, il y a ces 2 notes dans la description. Regardez-les, vous ne le regretterez pas.